Bonjour Élise, je t'entends pas, tu as ton micro coupé. Merci. Je demandais si ça allait. Attends, est-ce que tu peux parler pour voir? Je crois que je t'entends là, c'est bon. Oui, tu m'entends? Super, Ouais. génial. Est-ce que ça va ce niveau de voix-là ou je dois parler plus fort? C'est très bien pour moi en tout cas. Ok, super. On va encore attendre un petit peu. Je m'étais connecté un peu tôt pour être sûr de vérifier que tout fonctionne, mais ça a l'air apparemment. Donc on va juste attendre que tout le monde arrive. Ça va, pas trop nerveuse? Un petit peu quand même, c'est la première fois que je fais l'exercice, donc oui. Et puis ce désistement de dernière minute, ça m'a un peu... Je me rends pas compte parce que c'est aussi dans les premières fois où je fais la régie d'un Diplolab. Ça t'a demandé beaucoup de travail de regérer le fil conducteur ou... ouais, quand même, quand même. En fait, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de travail, autant de temps. Mais comme c'est pas mon sujet de prédilection en particulier, j'ai vraiment mis les bouchées doubles pour essayer de préparer ça. Je crois que j'ai un peu trop de questions d'ailleurs, mais bon, vaut mieux ça, je pense. C'est ça, vaut mieux en avoir. Bah, c'est ce que disait, je sais plus, je crois que c'était ce que disait Livio au moment du brief, qu'il valait mieux avoir un petit peu trop de questions et pouvoir Ouais, combler plutôt que pas assez et se retrouver derrière. ouais, clairement. Alors, tac, 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 tac. Bon, pour l'instant, personne dans la salle d'attente. Je vais te nommer co-animatrice. Tu sais combien de personnes vont se connecter? Non, j'ai pas eu la liste des inscrits. Pour l'instant, enfin, tu dois voir, maintenant, il y a 7 personnes en salle d'attente. En Ouais, général, ça enfin, à l'heure du Diplolab. Je pense d'accord. que c'est que là, ils étaient un petit peu plus réactifs. Tu dois pas vraiment voir, mais je peux pas vraiment me mettre autrement. C'est quoi ton sujet de prédilection normalement, par curiosité? C'est en fait c'est vraiment des questions d'éthique en relations internationales. Et mon cas d'étude, c'est le cas des diamants de sang, donc des diamants issus de certaines zones d'Afrique, en fait, dont la vente contribue à financer des conflits. Et voilà, je regarde un peu les réactions diplomatiques, tous les jeux de renvoi d'ascenseur, de responsabilité voilà, dans ce cadre-là. Ok, enfin, oui, non, ça a l'air vachement intéressant. Et enfin, mais ça, effectivement, ça a pas l'air de concerner beaucoup la Chine comme ça à première vue. En fait, ça concerne un peu dans le sens que c'est le deuxième plus grand importateur de bijoux en diamant, en fait, après Mhm. les États-Unis. Ils se talonnent vraiment. Mais par contre, ça ressemble pas mal à l'épisode qu'on est en train de vivre avec la Chine, parce qu'il y a tous ces jeux de blâmer, d'essayer de changer les récits pour éviter justement d'être accusé enfin, de plein de choses Ok, enfin, de complicité en fait, voilà, dans la vente de ces diamants. Et en fait, on voit un peu les mêmes dynamiques d'évitement du blâme dans ce cadre-là. bonjour Thomas. Bonjour. Je sais pas si tu nous entends. Par contre, moi, j'ai la petite fenêtre. 9 personnes sont entrées dans la salle d'attente qui restent là. Est-ce qu'il y a moyen que je la retire? Tu peux le faire en appuyant sur participant, normalement en bas de l'écran. Ah ouais, ben voilà, super, merci. Ok, donc pour l'instant, toujours pas de trace des intervenants. Ouais, il devrait plus tarder. Je vais aller fermer la porte parce que j'entends mon mari parler dans sa réunion et il vaut mieux pas qu'il y ait des interférences. Et ça marche.
Je crois qu'Alice Ekman m'avait dit qu'elle serait là à l'avance. Je ne sais pas si... Bah, elle a peut-être eu un petit empêchement. Ou ça, enfin, on Ouais. va voir. De toute façon, ils ont encore le temps de venir. Ouais. On va attendre un petit peu, il n'y a pas de souci. Je touche pas trop, je touche à aucun bouton parce que je connais absolument pas l'interface haute de Moi, Zoom. si jamais il y a des soucis de micro, ce genre de choses, c'est moi qui vais gérer. Ça marche. Par curiosité, tu as prévu combien de temps par intervenant? Comme ça, je peux t'aider à mesurer le temps Alors, que chacun passe à parler. là, j'aurais dû t'envoyer le déroulé que j'ai envoyé aux intervenants. Enfin, c'est pas Je- forcément un souci si tu peux le faire maintenant, mais sinon, c'est pas grave. Juste dis-moi à peu près combien de temps tu prévois par intervenant, comme ça, je peux t'aider à monitorer le temps de mon côté. La première question, c'était plus ou moins 2 minutes, mais Alice Ekman m'a dit qu'elle aurait peut-être un peu moins de choses à dire, tandis que le député avait plus de choses à dire. Donc, voilà. Les autres questions, c'était 3 minutes environ. Voilà. Ok, Mais maintenant, on a un peu plus de latitude, comme Antoine Pondaz est pas là et j'ai pas rajouté des questions parce qu'il y en avait déjà beaucoup. ok. Écoute, je note entre 3 et 5 minutes par intervenant. D'accord. Et si jamais je vois que, enfin, on commence vraiment à s'approcher des 5 minutes, je t'enverrai un message. Ok? Ça va. Donc, Merci beaucoup. je fais ça par WhatsApp, sois pas surprise, donc si tu vois des petites notifications qui pop. Ouais, j'ai ouvert la fenêtre avec notre conversation sur mon deuxième écran, donc Ok, voilà. super. Super, super. Toujours pas de... Est-ce qu'il y a autre chose à checker? J'ai mis Alice dans la salle d'attente, mais je ne sais pas si c'est Alice Ekman ou pas. Ok. Essaye de l'accueillir, Hippo. On peut l'accepter, puis on verra bien. Bonjour Madame Ekman. Bonjour. Bonjour. Votre micro. Voilà. Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Super. Ça va? Ça va et vous? Bien. Bien, bien. On a eu des mauvaises nouvelles de la part d'Antoine. Apparemment, il a eu des gros soucis de santé ces jours-ci. Ah bon? Ouais, il nous a fait part un passage aux urgences hier soir qui l'a complètement empêché de venir. C'est pour ça Oula, il est pas là. j'espère que c'est pas trop grave. Bah, il était pas négatif dans son email, donc je pense que c'est Hmm. pas spécialement quelque chose d'alertant, mais il avait quand même besoin de repos. Donc, Ouais, bon. et puis Björn sera là. Je suppose, Alice, que tu as déjà débattu avec lui dans un cercle ou dans un autre. Pas encore, peut-être. Hier à l'Assemblée, Ah ouais, voilà, je me disais bien. en audition. Donc, en fait, on se connaît peu, mais c'est pas plus mal. Comme ça, on pourra échanger. Mais oui, Bah hier, oui. il y a eu un échange. On avait une présentation, enfin une audition à l'Assemblée sur voilà, les conséquences sur la politique étrangère chinoise face au Covid. Donc, Bon, bah on est en plein dans le jus, donc voilà. c'est très bien. Euh,
Tu connais sans doute pas encore ma collègue Élise Rousseau nous a rejoint comme fellow il y a 6-9 mois et qui est doctorante à l'Université catholique de Louvain et au CERI et qui travaille sur l'éthique des relations internationales. Donc, c'est elle qui va modérer le débat. Merci oui, on a échangé par téléphone. Ouais. Oui. C'est super bien organisé. Hein. C'est agréable. Bon. On a 3 débats par semaine en ce moment là. On a réussi à maintenir le rythme pendant le Covid en faisant en ligne. Et on n'est pas peu fiers d'avoir un niveau d'échange comme ça de qualité, puisqu'en plus, chaque débat fait l'objet d'un compte-rendu sous la forme d'un article sur notre site. Et ça, vraiment, ça nourrit beaucoup les échanges qu'on a avec l'ensemble des membres de l'association qui sont du coup ravis d'avoir toute cette matière à leur disposition. Donc, merci beaucoup de ta présence. Non, mais je suis ravie si ça peut vous être utile parce que je suis vos travaux et je vous trouve très actif. Donc, si ça peut encourager le développement de l'institution, c'est bien. Et puis, il y a Hippolyte qui est là aussi, qui est un de nos stagiaires et qui était, je pense, assez enthousiaste à l'idée d'avoir ce débat ce soir parce qu'Hippo, il fait ses études à Sciences Po, il devait être en Chine exactement où on se parle et puis le destin en a voulu un petit peu autrement. Donc, c'était pour ça qu'on lui a proposé de suivre les échanges ce soir et pour préparer le compte-rendu aussi. Enchanté, Hippolyte. Merci. Je te sens tout ému. Oui, je suis un grand fan. Pardon. Voilà, il n'y a pas d'émotion à avoir. Hein. Un peu de fierté quand même. Je sais pas quand est-ce que Björn va arriver, mais on va y au grain et puis dès qu'il est là, Alice, tu pourras lancer les choses. Je te laisse veiller sur ça. D'accord. J'envoie juste un petit message pour dire qu'on commence qu'on a un petit peu de retard. Ouais, il y a les 30 participants qui piaffent là dans la salle d'attente. Zoom, c'est génial pour organiser ce genre d'événement parce qu'on peut créer des SAS. C'est très efficace. Super. Vous m'entendez bien en tout cas, ça va? Ouais, c'est parfait. Oui, j'ai mis... Ok, super. Peut-être mettre de la lumière. Bonsoir Marie-Fix. Avec le micro, c'est mieux. Bonsoir. Bonsoir. Elisa. Bonsoir. Je pense que je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter avec mon compte perso parce qu'on a peut-être de problème encore, mais on est censé n'avoir que 2 accès Open Diplo. Donc je vais switcher. Ça marche. Thomas, ton micro est coupé. Je vais me déconnecter moi, Marie. C'est moi qui suis l'intrus dans l'affaire. Non, mais je me reconnecte avec mon compte perso. Ok. À toutes. Hippo, tout va bien? Pour l'instant, oui. On attend juste encore un invité qui devrait plus tarder et on pourra lancer le tout. Ça marche. Et si jamais tu vois pas, j'ajoute Guillaume. Il va faire un... Qui fait le compte rendu? Guillaume peut s'installer tranquillement aussi. Voilà. Bon, donc tout va bien, j'ai l'impression. Même si c'est la fin de la journée. Bah oui. On a 10 secondes, là, je vais prendre un verre d'eau si on a le temps. Oui, allez-y. Oui. Ok. Ça commence à quelle heure? 18h. 30. On attend encore Buontan. J'ai encore l'habitude des 18h45. Alors attends que je retrouve le code. J'espère qu'il se connecte avec son nom à lui en fait. Bah, c'est ce que j'allais dire parce que j'en ai un qui s'appelle Rastrater 2017 et je ne sais pas qui c'est. Je crois pas que c'est lui. Je pense pas non plus. Mais s'il est sous le nom d'un collaborateur ou quelque chose comme ça, on le repérera pas. MacBook. MacBook. Ouais. Élise, tu as son portable? Oui, j'ai son portable, je vais l'appeler. Est-ce que tu peux lui mettre un petit message pour lui dire que qu'on l'attend tranquillement et que si jamais il est
connecté avec un identifiant qui n'est pas immédiatement lié à son prénom et son prénom, qu'il n'hésite pas à te le dire. Histoire qu'on Ouais. puisse le laisser Un truc rentrer. comme ça pour qu'on l'ajoute. Et Hippo, je pense que tu vas être au taquet sur l'organisation. Tu as mis un message dans la salle d'attente pour dire qu'on allait commencer d'ici quelques minutes. Magnifique. Tu vois pas mon si, tu vois peut-être mon pouce. Est-ce que, petite note, est-ce que tu pourras m'envoyer la photo que tu utilises en fond d'écran? Parce que moi, la mienne, elle est à l'envers et c'est moche. Alors en fait, j'ai fini par comprendre pourquoi personne ne me disait rien. En fait, toi, ça s'affiche à l'envers, mais pour les personnes qui regardent, ça s'affiche bien. Ah, bah tout s'explique. C'est perturbant. Il m'a fallu 5 diplômes pour finir par poser la question, mais pourquoi personne ne me dit rien? Et j'ai eu l'explication. Alors, je vous demande un instant, je vais mettre l'eau dans la théière et je reviens tout de suite. Vas-y, on commencera pas sans toi, t'inquiète pas. Tac. Oui. Non, je suis sûr que je suis sûr qu'en fait, il est dans la salle. Ah non, c'est bon. Tu l'as? C'est bon, je le fais rentrer. Ah. Si ça fonctionne. Ouais. Monsieur Tan? Alors, Vous m'entendez? on vous entend, oui. Et je suis désolé, je ne pouvais pas rentrer, j'étais à la porte. Vous êtes dans la salle d'attente depuis longtemps. Je viens juste de voir votre nom apparaître. En fait, je me suis redéconnecté parce que je ne pouvais pas rentrer, je me suis reconnecté après. Ça nous arrive des fois. Alors, attendez. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Rebonjour Madame Ekman. Bah oui, rebonjour. C'est ce que j'expliquais, on s'était déjà vu hier. Finalement, c'est super. On ne se quitte plus. Voilà. Salut Björn, ça va? Oui, en forme? Bien. Alice disait tout à l'heure que vous étiez déjà complice hier. Oui, on a déjà manigancé des choses hier ensemble. Bon, c'est bien. Merci beaucoup d'être là. C'était très très important pour nous d'avoir cet échange et comme je le disais à Alice, on a 3 panels par semaine de cette nature et on s'applique systématiquement à avoir des parlementaires, des diplômes et des think tankers. Malheureusement, Antoine Bondaz a eu un gros pépin de santé, donc il n'était pas en forme pour grave, venir avec nous. Je pense pas, je suis pas trop inquiet, mais bon voilà, il y a une forme de pudeur qui a entouré son message. En tout cas, il m'a chargé de vous transmettre ses plus plates excuses. Il était vraiment navré de nous plomber à la dernière minute, de nous planter à la dernière minute. Mais avec vous deux, on est déjà certain de faire un truc génial. Donc voilà. Et c'est Élise qui modère les échanges. Et on a aussi dans la petite boucle Guillaume Tawil qui est un de nos fellows spécialisé sur les questions sur la politique étrangère de la Chine et qui va suivre minutieusement les échanges pour qu'on puisse les retracer après. Je ne sais pas si Marie-Six l'a déjà dit, mais on a parfois l'habitude de proposer aux intervenants de conserver la vidéo des échanges pour pouvoir la publier sur YouTube et l'intégrer dans le compte-rendu qu'on va publier. Le compte-rendu est rédigé de telle manière qu'on ne puisse pas attribuer les idées qui sont retracées dans le compte-rendu à leurs auteurs, de sorte que la règle de Chatham House s'applique bien. Mais on pose toujours la question de savoir si vous êtes à l'aise pour qu'on officialise la vidéo ou pas. Il n'y a pas du tout de… Voilà, ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment à votre main. Et on peut décider ça jusqu'à la dernière minute en fonction de comment les débats ont évolué, quoi. Ok, super. D'accord. Mais ça veut dire que si on garde la vidéo, ça veut dire qu'il faut l'accord de tout le monde. C'est que si une personne qui n'est pas d'accord, c'est compliqué de garder la vidéo, non? C'est ça? Ça sera l'accord de toi et d'Alice. Hein. Élise et Guillaume, ils savent à quelle sauce on peut être mangé. Donc, mais voilà, les participants qui vont assister à la visio ne seront pas visibles. Ou en tout cas, voilà, c'est pas un risque pour eux, c'est plus pour vous par rapport au contenu que vous allez partager ou aux positions que vous souhaiteriez prendre en fonction des sensibilités qui peuvent s'exprimer sur ce sujet qui est quand même très politique. Alors, par habitude, nous, en tout cas, dans les discussions que nous avons en commission ou autre à l'Assemblée, parfois, et c'est pas souvent hein, quand même,
nous faisons des discussions à huis clos pour avoir une liberté d'expression un peu meilleure, surtout quand on a des invités qui sont dans une situation un peu délicate ou autre. Mais sinon, en général, c'est plutôt ouvert et c'est même rediffusé en direct. Bon. Et après, bon, c'est vrai que sur certains sujets, pour que les échanges soient plus intéressants, qu'on puisse parler vraiment librement, il vaut mieux pas diffuser, mais bon, voilà. Après, Ok. on verra. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu au feeling, en fonction des questions, des échanges. Ouais, Sentez-vous Oui. libre et à la fin, on fera le bilan et on voit Ouais. s'il y a quelque chose de sensible et on Très bien. décide. Super. On finit à 8h, c'est ça? Oui, Je sais plus. oui, À 8 normalement. heures pour le Ok. dîner. Bon, Ouais, bah, si c'est c'est l'heure possible de- de c'est l'heure finir d'y à aller, 8 heures, comme j'ai un... Ouais, si ça vous dérange pas, comme j'ai quelque chose après. Pas de souci. Pas Allez, vous mettre la pression. Personnellement, Juste j'ai une juste chose débat avant de à faire tous. rentrer tout comme le Thomas monde. le dit, j'ai toujours faim. Juste une chose avant de faire rentrer tout le monde. Je veux bien juste que je vais prendre une capture d'écran avant le début du débat pour avoir Ah une oui. capture d'écran avec vous tous. Donc, si vous pouviez juste me donner votre plus beau sourire, ce serait génial. Allez, 1, 2, 3. Mais vous me voyez? Moi, On je se vous voit très bien. Oui, je vous vois. T'as mis un super fond d'écran d'ailleurs, Luan. Hein. Oui, oui. T'es Alors, mis à la place de Richard. il y a un petit piège. Mon prénom s'écrit B-U-O-N, mais Oui. c'est Boone. Oh, pardon. Non, non, mais je suis pas le premier. On le saura comme ça. Ah oui, c'est bon à savoir, oui. Ok, allez, Ok. bon débat. Alors, Je- Élise, comme ça, tu vas Je viens de pouvoir mettre mon nom, éviter Marie, c'est ça. de faire une gaffe diplomatique. Alors, Hippolyte, effectivement, tu peux lancer et faire venir tout le monde. Et donc, Élise, on sera bon pour commencer. Oui, on va commencer. Si vous êtes Tu prêts. peux commencer, oui. D'accord. Hop. Excusez-moi. Voilà. On a déjà du retard, hein, c'est ça? On devait commencer à. Oui, on devait commencer à 30. On va y aller. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans notre Diplolab, Bal et Masque, comment l'offensive diplomatique de la Chine a échoué. Je m'appelle Élise Rousseau et je suis fellow de l'Institut Open Diplomacy et je m'occuperai de la modération de notre débat ce soir. Alors, pour vous dire en quelques mots d'où je vous parle, je suis doctorante en sciences politiques à l'Université de Namur en Belgique. Dans une autre vie, j'ai réalisé un mémoire sur la politique étrangère de la Chine à l'égard du continent africain. Mais actuellement, je termine une thèse sur les jeux de blâme et d'évitement du blâme en relations internationales. Donc, je ne traite pas de la Chine à proprement parler dans mon doctorat, mais les dynamiques d'attribution de responsabilité, les jeux d'image et d'influence que j'étudie sont assez similaires à ce qu'on observe actuellement dans le cadre de la gestion chinoise de la crise. Donc, pour rappeler rapidement nos horaires, notre Diplolab devait durer 1h30, ce serait plutôt 1h20 et se terminera donc à 20h, heure de Paris. Donc, si vous ne prenez pas la parole, je vais vous demander de mettre vos micros sur mute. C'est vraiment important pour assurer la bonne fluidité et la bonne compréhension du débat. Alors, la crise du Covid redistribue-t-elle les cartes du grand jeu international? C'est en tout cas le pari que semble faire la Chine depuis le début de la pandémie. Alors que Washington annonce son retrait de l'Organisation mondiale de la santé et abandonne le rôle de leader qui aurait pu être attendu dans la gestion de la crise, Pékin vante son modèle et multiplie les envois de masques, de matériel médical et d'experts un peu partout dans le monde. Cette action s'accompagne d'une campagne de communication massive qui voit la Chine tenter de réécrire l'histoire, de faire oublier qu'elle était elle-même le foyer de l'épidémie et de se présenter comme l'exemple à suivre. Alors que cette action fait grincer les dents dans certains États européens qui n'ont pas oublié l'aide plus discrète qu'ils avaient, eux, fournie à la Chine au début de l'épidémie, d'autres États accueillent plus positivement ce revirement diplomatique chinois. Peut-on dès lors parler d'échec de la diplomatie chinoise? Comment expliquer cette offensive diplomatique et son impact sur les relations internationales à l'heure où les États-Unis se désinvestissent du multilatéralisme? Quelles sont les conséquences de ce repositionnement pour l'Union européenne? Pour traiter de ces questions, nous avons l'honneur de recevoir ce soir
Alice Ekman, qui est responsable de la Chine et de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, et Boon Tan, député de la 9e circonscription de Paris et président du groupe parlementaire d'amitié France-Chine. Antoine Bondès devait normalement nous rejoindre, mais a malheureusement dû annuler sa présence pour des raisons médicales et on lui souhaite un bon rétablissement. Donc, bienvenue à tous les deux et merci d'avoir accepté de participer à notre débat. Donc, le Diplolab se déroulera en 2 parties. Tout d'abord, nos intervenants seront invités à débattre pendant une quarantaine de minutes. Ensuite, nous passerons à un temps de questions-réponses d'environ 40 minutes avec le public également. Dans ce cadre-là, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit dès maintenant dans le chat de la plateforme Zoom, dont l'icône se trouve quelque part en bas de votre écran. Et je reviendrai sur ces questions donc dans le 2e temps du Diplolab. Donc, entrons maintenant sans plus tarder dans le vif du sujet avec une question que je pose à nos 2 intervenants. Donc, le titre de ce débat, « Comment l'offensive diplomatique de la Chine a échoué », est volontairement provocateur. Il fait référence à l'exportation massive de masques par la Chine vers plusieurs pays du monde, qui s'est accompagnée d'une campagne de communication majeure, je le disais un peu plus tôt. Or, dès la réception des premiers masques, certains gouvernements se sont plaints de la mauvaise qualité de ces derniers, que ce soit en Turquie, en République tchèque, au Canada ou encore en Finlande, par exemple. À la suite de cela, de nombreux médias, en France notamment, ont qualifié cette diplomatie d'échec. Alors, à votre avis, Alice Ekman, peut-on vraiment parler d'échec de cette diplomatie des masques? Merci pour l'invitation. C'est la première fois que je participe à un événement d'Open Diplomacy. Je suis déjà très impressionnée par le rythme des événements que vous organisez et leur qualité. Donc, merci pour cette invitation et je suis ravie d'intervenir aux côtés de Boon Tan que j'ai croisé hier à l'Assemblée, virtuellement, mais tout de même sur des questions similaires et qui nous occupent. Alors, le titre de l'événement est volontairement provocateur, en effet, et je le nuancerai légèrement, pas du tout pour remettre en cause la démarche et l'organisation de l'événement, mais c'est vrai que de mon point de vue, l'offensive diplomatique n'a pas échoué, ou elle a en tout cas partiellement échoué. Je pense que cette nuance, et en tout cas le mot partiellement est nécessaire pour 2 raisons. Parce qu'il y a des divergences de perception entre pays sur l'assistance chinoise et la diplomatie des masques. Vous avez à juste titre souligné les réactions souvent critiques de certains pays et les pays que vous avez mentionnés ont parfois vraiment été au cœur de débats assez houleux sur cette assistance sanitaire, mais aussi sur la communication autour de l'assistance. C'est-à-dire que dans certains pays, y compris la France, ce n'est pas tant l'envoi de masques que la façon dont la Chine a communiqué autour, alors que c'est vrai que c'est la communication alors qu'on notait une asymétrie dans la communication au moment où l'Europe était beaucoup plus discrète quelques mois et quelques semaines plus tôt. Donc c'est à la fois cette asymétrie et puis en effet cette communication qui est tellement centralisée et tellement presque, on va dire, mimétique d'un pays à l'autre, avec des messages en langue locale qui se déclinent selon le pays destinataire, etc., qui rappelle d'ailleurs un peu la communication que l'on observait autour des nouvelles routes de la soie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand un train dit des nouvelles routes de la soie arrivées, par exemple, que ce soit à Lyon, que ce soit à Duisbourg ou dans notre ville européenne, l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, Xinhua, avait labellisé le train avec des mots particuliers en langue locale, avec des dépêches qui étaient suivies par l'agence et qui étaient relayées dans la quasi-totalité des médias chinois, etc. Et donc, c'est cette coordination et cette communication très centralisée que certains qualifieraient de propagande dans certains cas, avec la promotion aussi de l'assistance chinoise et avec l'assistance chinoise d'un modèle, ou en tout cas de la gestion de crise chinoise, une Chine qui viendrait en aide à des pays qui ne sont plus en mesure finalement de s'occuper d'eux-mêmes, ou qui viendrait en aide à une Union européenne qui finalement ne serait plus solidaire ou ne serait pas en mesure de réagir rapidement. C'est en partie vrai, c'est en partie faux, mais c'est surtout la communication autour qui a exacerbé certaines tensions et certaines réactions. Mais je voulais revenir à mon premier point, c'est-à-dire la nuance, le mot partiellement. Pourquoi ? Parce que d'autres pays n'ont pas du tout eu
ce regard critique sur l'assistance chinoise. On pourrait parler de la Serbie, du Pakistan, de l'Algérie, du Laos, du Cambodge, j'en oublie. Mais je pense que cette nuance est nécessaire parce qu'on note vraiment aujourd'hui une divergence, en tout cas une diversité de perception de la Chine. D'ailleurs, c'est antérieur à la crise. Hein. Une diversité entre pays et aussi des divergences qui s'expliquent aussi par la nature des relations bilatérales entretenues. Et l'on peut dire que même lorsque des mesures qui auraient pu susciter un certain agacement, même de côté de Pékin, par exemple quand la Russie a fermé ses frontières, compte tenu de la bonne santé des relations bilatérales Moscou-Pékin, il n'y a pas eu de réaction officielle côté chinois face à cette fermeture. En tout cas, il n'y a pas eu de réaction critique. Les réactions étaient globalement positives sur le soutien accordé par Vladimir Poutine à la Chine dans le contexte de crise. Donc, on voit bien aussi que ce n'est pas qu'une histoire de faits et d'événements. Et il y a aussi un contexte bilatéral qu'il faut prendre en compte. Et la crise, de mon point de vue, à consolider des tendances existantes, c'est-à-dire dans les pays où les relations bilatérales étaient globalement dans une phase ascendante, les communications autour de la politique d'assistance à la diplomatie des masques étaient globalement positives, et à l'inverse. Même s'il n'y a pas une symétrie totale, il y a quand même cette tendance. Et donc, premièrement, le mot partiellement doit être ajouté parce qu'il y a des divergences de perception entre pays, mais aussi, deuxième point, c'est des divergences de perception au sein même des pays. Pour être très clair, assurément, la communication centralisée, coordonnée, parfois offensive sur la diplomatie des masques a agacé beaucoup de décideurs de certains pays, y compris en France, on pourrait parler d'autres pays européens. Donc il y a le niveau des élites politiques, diplomatiques, institutionnelles au sens large, et puis la population. Je ne pense pas que la population soit accaparée sur le thème de la diplomatie des masses. Je pense que la préoccupation de la population, c'était une préoccupation qui est plus liée au virus, et que l'image de la Chine a été en partie dégradée par le fait que le virus a émergé à Wuhan. Donc c'est plus une discussion sur le virus que sur la diplomatie des masques. Je relativiserai l'étendue du débat sur la diplomatie des masques, qui est très large ici, dans les think tanks, etc., mais qui n'est pas non plus partagé à très grande échelle. Je pense que si on parle de l'évolution de l'image de la Chine dans le contexte actuel, c'est tout simplement l'origine du virus qui pèse sur la gestion chinoise, sur l'image de la Chine dans certains pays. Voilà, donc c'est des nuances qui me semblent importantes à analyser, à la fois parce que on note ces diversités de perception d'une diplomatie à l'autre, d'une population à l'autre et au sein d'un même pays, mais aussi parce qu'elle rappelle que la Chine, n'est pas la puissance dominante à contester. Certains analystes ont dit que nous rentrions dans un monde post-occidental qui serait dominé par la Chine, avec une Chine qui rassemblerait un certain nombre de partenaires. Clairement, ce n'est pas ce que nous observons, mais à l'inverse, nous ne sommes pas dans un monde où la Chine est isolée, et un monde où la Chine agacerait tous les pays de la Terre. On voit bien qu'elle a des soutiens solides. D'ailleurs, la Chine elle-même a lancé, a mis sur la place publique un nouveau concept pour qualifier certaines relations bilatérales qu'elle qualifie d'amitié solide comme le fer, ou d'amitié à toute épreuve finalement. Elle en a parlé pour qualifier sa relation bilatérale avec le Pakistan, avec la Serbie, avec certains pays d'Asie du Sud-Est, et je pense que c'est important à prendre en compte parce que d'un point de vue chinois, du point de vue de Pékin, la réaction de certains pays par rapport à la crise du Covid confirme la nature de la relation bilatérale. Je pense que nous sommes dans un contexte très émotionnel. Il est question d'image, mais il est question, c'est un sujet sensible qui touche profondément, compte tenu de sa nature. Et je ne pense pas que ce soit qu'un jeu pragmatique ou une question de diplomatie publique. Je pense réellement que les perceptions côté chinois sont analysées en détail parce que certains pays sont officiellement considérés comme amis et certains de moins en moins comme des amis. Merci beaucoup, Alice Ekman. Je me tourne vers vous, monsieur le député. Vous avez été l'un des acteurs principaux du côté français de cet épisode des masques, si on peut l'appeler ainsi.
pense d'abord au rôle que vous avez joué quand la Chine elle-même faisait face à une pénurie des masques et ensuite à celui que vous avez joué pour réceptionner les masques en France. Donc, comment percevez-vous les ressorts de cette diplomatie des masques de la Chine et quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer, notamment au moment de la réception de ces masques? Ah, le micro. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Bon. Je dis donc d'abord merci de m'avoir invité et puis je me réjouis de pouvoir échanger avec vous, avec tous les auditeurs qui sont venus aujourd'hui. Je voudrais d'abord rappeler que cette entraide au niveau des masques était dans les deux sens. L'épidémie a d'abord touché la Chine et beaucoup de gens ont oublié, mais la Chine avait également eu une période de pénurie marquée et dans ces moments difficiles-là, la France a envoyé des masques et d'autres matériels d'ailleurs en Chine pour aider. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, on était en plein nouvel an chinois, les usines étaient fermées et le confinement Wuhan Terra a démarré juste à cette période-là. Donc il y avait vraiment une situation de tension extrême. Ensuite, je dirais que l'envoi des masques est moins un sujet, je dirais, de communication, je pense, initialement, et plus vraiment une idée de pouvoir s'entraider. Puisque, hormis les dons officiels qui ont été mis en avant par les autorités chinoises, etc., il y a eu énormément de gestes d'amitié, d'entraide, etc., de soutien qui sont venus d'amis, d'associations, de villes, de provinces. Beaucoup, en fait, ont proposé, lorsque la France, du coup, s'est retrouvée en pénurie, de pouvoir nous envoyer, en fait, ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire aussi bien des masques, des blouses, que des lunettes, etc. Donc, à la base, et aujourd'hui encore, vous entendez très peu parler de ces dons, qui ont été importants, puisque c'est des centaines de milliers de masques, par exemple, que nous avons offerts aux hôpitaux de Paris et d'Île-de-France, et il n'y a quasiment aucune communication qui est faite. Donc, il y a une communication qui est faite sur une partie, en effet, des dons qui sont principalement venus de l'État ou de grands donateurs, mais il y a eu énormément d'autres dons dont on ne parle pas et qui ne sont pas anodins. Il y a eu beaucoup de dons. Au niveau de la gestion de ces dons, ça a été compliqué en France également parce que nous avons d'abord eu une pénurie, ensuite nous avons eu une réquisition qui a bloqué un petit peu les importations. Ensuite, nous avons habituellement donc, eu des normes assez restrictives, assez protectrices qui nous permettaient d'importer, d'utiliser que des masques aux normes françaises, européennes. Or, les usines chinoises faisaient surtout des masques soit aux normes américaines, soit aux normes chinoises. Donc, il a fallu s'adapter et c'était à chaque fois en fait un combat de tous les jours pour essayer d'adapter, je dirais, notre réglementation, notre mode de fonctionnement à la situation de crise que nous avions. Voilà. Mais globalement, je pense que c'est hormis, je dirais, cette perception par certains, comme l'a dit Mme Ekman très bien, certains dirigeants, je pense, ont assez mal perçu cette communication de la part de la Chine. Mais globalement, je vous dirais que, et je le vois sur le terrain, les hôpitaux français ont été très contents d'avoir pu bénéficier de ces masques. Également, beaucoup de commerçants, d'associations ou des EHPAD, etc., ont été très contents de pouvoir bénéficier de ces masques. Et dans le 13e, par exemple, nous avons même fait un envoi à toutes les personnes âgées de 70 ans et plus de masques qui ont été offerts. Et là, qui ont été offerts non pas par les autorités chinoises, mais par des habitants du 13e, du quartier asiatique, des associations, des entreprises d'origine chinoise, mais implantées en France. Donc il y a vraiment une solidarité. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Dans les périodes difficiles, il faut se serrer les coudes et puis s'entraider. Merci beaucoup. Vous le disiez, Alice Ekman, cette diplomatie des masques s'inscrit dans une stratégie chinoise plus large qui vise à réécrire l'origine de la crise, à présenter Pékin comme le grand vainqueur du virus et à présenter la Chine comme le leader dans la lutte contre la pandémie. Alors, on l'a brièvement évoqué, dans le cadre des masques, il y a eu cette stratégie de communication massive de la Chine qui visait à promouvoir son modèle comme alternative à l'approche occidentale. Alors, on sait que l'ambassade de Chine en France a adopté une posture très offensive, monsieur le député, dans la promotion de cette lecture des événements.
Alors, j'avais une question en deux temps. Alors, tout d'abord, au niveau français, comment avez-vous vécu au Parlement cette campagne de l'ambassade de Chine en France? Et ensuite, à un niveau plus international, on a beaucoup entendu que la Chine avait considérablement accru son influence sur le continent africain, mais dans d'autres sphères du monde. La crise de la Covid renforce-t-elle les coopérations entre la Chine et le continent africain? Comment la France se positionne-t-elle dans ce jeu d'influence internationale? Merci. Alors, en effet, là, vous parlez d'un épisode qui est assez important, puisque, en effet, la communication qui a été faite par l'ambassade a surpris et même choqué et même blessé certaines personnes. Et j'ai été saisi par de nombreux collègues qui m'ont demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'ambassade a dit telle chose. Évidemment, je me suis approché de l'ambassade pour avoir des éclaircissements. Et il m'a été bien expliqué que ce n'était pas une attaque sur la gestion française ou sur la France ou sur le positionnement, etc. Et que certains mots, certaines phrases qui ont été attribuées, perçues en tout cas, comme attribuées à des parlementaires français ne l'étaient pas. C'était juste en fait des reprises de déclarations d'acteurs français ou européens et non pas en fait une déclaration de l'ambassade contre tel parlementaire ou membre du gouvernement. Quoi qu'il en soit, le perçu, en effet, était que c'est une communication assez agressive. Après, bon, je ne cherche pas à polémiquer, à rentrer dans cette polémique, savoir en fait qui a dit plus vrai ou pas vrai. Je pense qu'il est important de savoir, et ça a été dit, peut-être pas assez entendu, c'est que les relations entre la France et la Chine étaient et restent excellentes. Pendant cette crise, il y a eu vraiment une vraie entraide. Les présidents chinois et français ont échangé plusieurs fois au téléphone. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et son homologue chinois ont également beaucoup échangé, y compris sur les problématiques de rapatriement de Français qui étaient en Chine, etc., l'ouverture des frontières, des vols, etc. Et il y a une excellente entente. Donc, ce n'est pas du tout un problème, par exemple, de conflit ou de tension qu'il y a eu entre la France et la Chine. Ça a été confirmé par Jean-Yves Le Drian. Et je sais qu'on a eu un moment aussi où l'ambassadeur de Chine a été entendu par Jean-Yves Le Drian, mais Jean-Yves Le Drian, que nous avons rencontré à la suite de ça, nous a bien confirmé que les relations entre les deux pays étaient excellentes, il n'y a aucun souci là-dessus. Sur la partie influence en Afrique, il faut rappeler une chose qui est assez importante, un détail mais qui me semble important, c'est que ces échanges, ces dons, etc., ou cette aide, a été faite avec beaucoup de pays en Afrique, mais de façon bilatérale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une démarche disant, par exemple, nous allons aider le continent africain, et donc, en fait, c'est globalement avec tous les pays africains, mais ce sont, en fait, des liens ou des échanges entre la Chine et chaque pays d'Afrique aidé. C'est vrai, comme l'a dit très bien Mme Ekman, certains pays africains ont très bien reçu et perçu et sont reconnaissants vis-à-vis de la Chine pour cette aide. Donc, la perception qu'il y a eu par ces pays-là, et notamment par les habitants de ces pays-là, n'est pas la même que ce que nous avons pu, nous, en Europe, pour certains pays en tout cas, perçus. Donc, les liens qu'il y a eu déjà avant cette crise avec les pays africains existants sont toujours existants, et je pense que cette crise peut les renforcer, mais je ne suis pas persuadé que ça va vraiment changer la face du monde. C'est que ça ne va pas changer en profondeur les choses. Ça a peut-être accéléré certaines tendances d'amélioration des relations, ou s'il y avait déjà des problèmes, ça peut-être accentuer ces problématiques, mais ça n'a pas créé, je pense, de nouvelles choses. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Excusez-moi, j'oublie toujours le micro. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Alice Ekman, vous avez publié il y a quelques mois le livre Rouge vif, l'idéal communiste chinois aux éditions de l'Observatoire, où vous décrivez notamment, après cette année d'observation et plus de 400 entretiens sur le terrain, les évolutions récentes de la stratégie de puissance de la Chine. Donc, quelle est votre lecture de cette diplomatie offensive chinoise ? Selon vous, s'inscrit-elle uniquement dans une quête d'amélioration d'image, ou la Chine tenterait-elle également d'exporter un certain modèle ?
Oui, c'est la deuxième option. Il n'y a plus aucun doute, après 7 ans d'observation du mandat de Xi Jinping, la Chine souhaite exporter, promouvoir, défendre son système politique et économique à l'étranger. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'abord, les déclarations officielles chinoises sont très claires. À la fois les déclarations chinoises à huis clos, par exemple en 2013, en janvier 2013, face au comité central, Xi Jinping a explicitement souligné, selon lui, la supériorité du socialisme sur le capitalisme et la victoire ultime du socialisme sur le capitalisme à long terme. Alors bien sûr, cela pourrait paraître anachronique, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un cadre politique et idéologique prégnant en Chine qui est d'héritage maoïste. D'ailleurs, l'héritage maoïste est toujours respecté au sein du Parti communiste chinois. Là, je ne parle pas de l'ensemble de la population, je parle bien de l'état de la discussion au sein du parti. Donc, il y a ce cadre qui pèse fortement. Et il y a une perception au sein du parti qui n'est pas nouvelle, qui est celle-ci. Pendant trop longtemps, les puissances occidentales ont essayé de faire évoluer la Chine, de la façonner, de la démocratiser, de libéraliser son système politique. Non seulement ces tentatives ne sont pas légitimes, non seulement nous devons les contrecarrer, mais nous devons riposter en n'hésitant plus à notre tour, promouvoir le système qui nous semble le plus légitime, c'est-à-dire celui que l'on a sur notre territoire. Et Xi Jinping a clairement appelé en 2016 l'ensemble des cadres du parti à ce qu'il appelle les 4 confiances. Les 4 confiances en soi, si on dit en chinois, Segezhousin, c'est-à-dire confiance en son système politique, en son système, un but politique, en sa voie, c'est-à-dire de développement, en ses théories, c'est-à-dire les théories marxistes, et là c'est indiqué sans détour, et en sa propre culture. Avec encore une fois la perception que pendant trop longtemps, la Chine a accepté une culture occidentale qui n'est pas la sienne, et il est tout à fait légitime, compte tenu de l'ancienneté de la culture chinoise, de maintenant de la promouvoir à l'étranger, et ne de plus faire de compromis à différents niveaux avec voilà, les éléments occidentaux, qu'ils soient des éléments théoriques, des références littéraires ou en sciences sociales, qu'elles soient des références même vestimentaires, que ce soit des noms, etc. En fait, on est vraiment dans cette logique-là. Et c'est pourquoi je souligne ces concepts, parce qu'ils sont martelés au sein du parti et ils expliquent aussi, en quelque sorte, la communication dont on vient de parler au sein des ambassades. C'est-à-dire non seulement les Occidentaux, parce que Xifang, Guotia, les pays occidentaux, c'est quand même un concept qui est très récurrent au sein du Parti communiste chinois. Non seulement les Occidentaux n'ont plus à remettre en cause notre système, notre façon de faire, mais maintenant il ne faut pas hésiter à riposter. D'ailleurs, Xi Jinping a parlé dès 2013 de corriger résolument les critiques qui ne seraient pas en accord avec l'étape du socialisme à caractéristique chinoise. Donc on est vraiment là dans une compétition, une guerre de communication, mais aussi une compétition très rude et très profonde entre systèmes politiques. Chacun a son point de vue. Moi, en tant qu'analyste, je pense que c'est important d'adapter cette compétition parce qu'elle concerne avant tout, elle s'inscrit avant tout dans une forte rivalité entre Washington et Pékin, parce que ce n'est pas qu'une rivalité commerciale et technologique, c'est aussi une rivalité politique et de plus en plus idéologique, et elle est aussi perçue comme telle à Pékin, pas qu'à Washington, et déjà bien avant l'élection de Donald Trump, puisque là on parle de déclaration de 2013 au sein du Parti communiste chinois, mais aussi parce qu'elle concerne l'Europe, avec en effet une compétition entre systèmes politiques qui n'est pas toujours présentée comme telle d'ailleurs, c'est-à-dire que lorsqu'on analyse les communications internes au parti, on voit bien qu'il y a cette dimension idéologique et de rivalité entre systèmes politiques. Mais à l'extérieur, la Chine évite d'utiliser le terme de modèle. Elle ne parle pas de promotion d'un modèle, elle parle d'exemples chinois ou elle parle de solutions chinoises. C'est-à-dire, elle n'hésite pas à inciter notamment les pays africains, puisqu'on a parlé de l'Afrique à l'instant, à s'inspirer de ce que fait la Chine sur son propre territoire. Ça peut être par exemple en termes d'urbanisme et d'utilisation de nouvelles technologies, y compris de surveillance et des données, l'utilisation des données dans
dans un système urbain par les autorités locales et centrales. Ça peut être en termes économiques, par exemple, s'inspirer de la Chine sur l'élaboration de plans quinquennaux ou la construction de zones économiques spéciales ou de parcs industriels tels qu'ils ont été construits sur le territoire chinois, ou par exemple de complexes villes-ports, par exemple à Djibouti ou ailleurs, sur ce que la Chine aussi développe sur son propre territoire, ou développer des smart ports, des smart airports, c'est-à-dire des infrastructures intelligentes, parce que la Chine, aujourd'hui, est technologiquement très compétitive et a d'ailleurs un temps d'avance sur un grand nombre d'infrastructures et de pays européens en matière de modernisation. Mais pourquoi j'insiste là-dessus? C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois une dimension conceptuelle et idéologique, avec une volonté de promotion d'un exemple ou d'une solution, en tout cas d'un système particulier, que la Chine d'ailleurs souligne en particulier vis-à-vis des pays de développement. Mais cette promotion-là, elle se tourne avant tout, on a parlé des pays africains, mais on pourrait aussi parler des pays d'Amérique latine, certains pays d'Asie Sud-Est, des pays en développement ou émergents. Parce que la Chine souligne avant tout un argument clé, presque massu, c'est de dire, regardez-nous notre niveau de développement, 12e puissance économique mondiale. Si nous sommes développés si rapidement, c'est parce que notre système de gouvernance est efficace. Plus efficace que ceux promus par les États-Unis ou par l'Europe. Même si parfois la phrase n'est pas aussi explicite, mais il y a vraiment une promotion par contraste. Et ça, c'est important à noter, parce que la Chine le fait par exemple très clairement, lorsqu'on analyse les programmes de formation que la Chine offre à des hauts fonctionnaires de pays africains ou d'autres pays en développement, et d'ailleurs à un grand nombre de fonctionnaires de pays dits des nouvelles routes de la soie. La Chine parle explicitement de solutions chinoises, d'exemples chinois, et invite ces hauts fonctionnaires qui prennent décision dans leur pays à s'inspirer des réformes chinoises. Et il y a deux niveaux d'influence. La question, c'est est-ce que le modèle chinois attire, ou est-ce que le modèle chinois est accueilli à bras ouverts? Encore une fois, je pense qu'il faut prendre en compte la diversité des perceptions et des réceptions, mais il faut aussi prendre en compte deux niveaux d'analyse, c'est-à-dire la communication et la mise en pratique. C'est-à-dire que même si la communication ne prend pas toujours, même si certains partenaires de la Chine disent nous ne sommes pas, nous ne sommes pas forcément attirés par une solution socialiste aux caractéristiques chinoises, en pratique, le fait que la Chine a des capacités technologiques, des capacités de construction d'infrastructures qui sont compétitives, en pratique, ça peut orienter un pays vers une structuration à la chinoise. Je pense par exemple aux zones économiques spéciales ou aux zones urbaines développées dans certains pays du Maghreb, y compris en Algérie, mais on peut aussi parler de cas marocains. Je pense aussi justement aux dons et à la promotion des technologies chinoises pendant la crise du Covid. La Chine a par exemple fourni certaines technologies en termes de caméras soutenues par l'intelligence artificielle, qui ont aussi des capacités pour mesurer la température, par exemple. C'est des caméras de la compagnie Hikvision, qui est le leader mondial avec Dahua dans le secteur, ont été données à plusieurs gouvernements, par exemple le gouvernement kényan ou le gouvernement pakistanais. La Chine a également donné des drones, elle a également donné des systèmes de vidéoconférence. Pourquoi je souligne ça? C'est parce que pratiquement, certains pays ont besoin de cette technologie. Et le fait que la Chine est là pour les offrir ou les vendre à tarifs compétitifs, ça oriente d'une manière ou d'une autre, même s'il n'y a pas eu de réflexion conceptuelle idéologique dans ces pays, ça les oriente potentiellement vers une structuration et un mode de gouvernance à la chinoise. Et c'est très important, je pense, à prendre en compte, parce que cette compétition reste ouverte et nous sommes, à mon avis, qu'à la première étape. Merci beaucoup, Alice Ekman. Donc, après avoir parlé de cette est-ce qu'on peut parler de diplomatie de charme de la Chine vis-à-vis de certains États, je me tourne à présent vers sa diplomatie, la dimension multilatérale de sa diplomatie. Donc, le président Trump annonçait vendredi dernier sa volonté de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, une annonce qui fait suite au gel de la contribution financière américaine à l'organisation, donc qui a annoncé le 14 avril. Le président reproche en effet à l'OMS une mauvaise gestion de la crise et d'être devenue la marionnette de Pékin. Donc la relation de la Chine avec l'OMS n'a pourtant pas toujours été au beau fixe, et je pense notamment aux reproches formulés par l'OMS face à la gestion chinoise de l'épidémie de SRAS en 2002-2003.
Donc, pour revenir vers vous, Alice Ekman, comment décrirez-vous en quelques mots la relation entre la Chine et l'OMS et comment cette relation s'inscrit-elle de manière plus générale dans l'approche chinoise du multilatéralisme? Alors, je vais être assez courte pour ne pas monopoliser la parole et la partager avec Boone. Mais sur l'OMS, alors la crise est un révélateur de l'activisme chinois au sein de l'OMS, qui est réel, qui est efficace en partie, contre-productif compte tenu de la couverture de cet événement et justement de cette compétition d'influence. Mais c'est on va dire un phénomène que l'on note pas uniquement au sein de l'OMS. Il y a eu aussi, peut-être de manière moins analysée, analysée dans un cadre moins large, mais aussi des questionnements sur l'influence de la Chine au sein de la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, qui est basée en Italie, aussi sur l'influence de la Chine au sein d'Interpol, puisque la Chine avait la présidence d'Interpol jusqu'au moment où son président a été mis sous enquête de la sévère commission de la discipline. Et de manière générale, la Chine a fortement investi dans les institutions considérées qui font partie du système onusien. Et je pense aussi à l'UNESCO, par exemple, au sein duquel la Chine a renforcé son influence ici à Paris, par différents biais. Ça peut être un activisme diplomatique, ça peut être un renforcement de sa contribution au financement de l'institution, ça peut être aussi la volonté de nommer un représentant chinois dans ces institutions. Bon, c'est une tendance, on pourrait dire, naturelle et logique pour une puissance qui cherche à renforcer sa participation dans sa représentation d'institutions. Mais ça pose certaines questions, notamment au siège de l'ONU aux États-Unis, parce que la Chine, non seulement souhaite renforcer sa participation et sa contribution, mais souhaite à terme modifier, réformer les termes du débat et influer sur l'agenda de ces institutions. Pour vous donner un exemple concret, la Chine est très active pour essayer de redéfinir la notion de droit de l'homme aux Nations Unies, selon une définition qui serait liée à la capacité du pays à amener la prospérité pour les individus. C'est-à-dire qu'un pays riche, un pays qui apporterait prospérité à ses citoyens serait un pays droit de l'homme. Bien sûr, ça c'est une définition qui lui permet aussi de contrecarrer les critiques sur le sujet au sein de l'organisation internationale. C'est une définition qui aujourd'hui n'est pas passée sujet à débat, mais c'est un exemple parmi d'autres qui indique que la Chine a aussi une vision normative et assez structurée de la gouvernance mondiale, ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. Un autre exemple, c'est la cybergouvernance. La Chine est très active pour essayer de promouvoir sa propre vision, sa propre conception et définition de l'Internet, qui est un Internet souverain, au sein duquel l'État a un rôle de gestion plus important que celui qui est traditionnellement envisagé par un grand nombre de pays. Donc il y a ces divergences profondes au sein des organisations. Et il y a aussi, pragmatiquement, un activisme chinois marqué depuis plus de 10 ans au sein des institutions pour, en fait, à terme, renforcer son influence et tourner progressivement la page de l'héritage dit de Bretton Woods. Concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que la Chine investit dans les institutions existantes, et on l'a souligné avec l'ONU, par exemple, mais elle en crée aussi de nouvelles en parallèle. Et on pourrait mentionner la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures qui a été créée en 2014, et d'ailleurs plusieurs pays européens, dont la France, ont rejoint. Et l'un et l'autre sont développés en parallèle, l'un n'empêche pas l'autre, au contraire, c'est tout bénéfice, puisque la Chine espère à terme pouvoir justement être une puissance du multilatéralisme, une puissance de la gouvernance mondiale, au moment où les États-Unis semblent s'en retirer. Mais je voudrais bien préciser que l'arrivée de Donald Trump et le retrait progressif des États-Unis de l'UNESCO, mais aussi de l'OMS plus récemment, partiel mais avéré, ne marque pas le début d'un activisme chinois de ces institutions. Souvent on dit que la Chine cherche à combler le vide laissé par les États-Unis. Non. Depuis plus de 10 ans, elle mène une stratégie de restructuration de la gouvernance mondiale qui n'est pas strictement dépendante de l'action du président américain. Et d'ailleurs, ce n'était pas Trump à l'époque. Donc, on voit bien que cet activisme est de long terme, continue. Il a été mis au devant de la scène et largement couvert par les médias dans le cas de la crise de la Covid-19.
mais il se prolongera au-delà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la Chine, dans ses institutions, continue à se positionner comme, déjà elle est très active, avec une diplomatie très, très proactive, mais comme le pays qui mène la sortie de crise. Alors, ce n'est pas totalement fédérateur, mais c'est important de noter que cet activisme institutionnel va se prolonger dans les prochaines années, à mon avis, indépendamment des critiques et de l'agacement d'un nombre croissant de diplomaties, notamment européennes. D'accord, merci beaucoup. Justement, monsieur le député Bunten, comment percevez-vous le positionnement de la France justement face à cet activisme chinois d'un côté et de l'autre le retrait des États-Unis de ces instances multilatérales? Pour comprendre un petit peu tout ça, d'abord, il faut revenir à ce qu'a dit Alice Ekman. Je pense que je rejoins tout à fait ce qu'elle a dit. Aujourd'hui, en fait, la Chine est dans une période où elle est au bout de 40 ans de développement quasiment continu, unique dans l'histoire, hein, quasiment proche que nous avons. Et elle essaye de retrouver la place qu'elle avait par le passé, qu'elle a perdue. Et donc, elle prend de l'importance sur le plan économique, sur le plan diplomatique, et elle va retrouver également sa place sur l'échiquier géopolitique du monde. Donc, c'est un peu normal qu'aujourd'hui, s'affirmant politiquement, économiquement d'abord chez elle, et puis ensuite sur le plan international, elle veut également retrouver sa place qu'elle travaille depuis un moment sur le plan international. Donc, toutes ces institutions internationales, il y a l'OMS, il y a l'OMC, il y a beaucoup d'institutions, la Chine, et il faut garder ça en tête, va jouer un rôle de plus en plus important. Ça, c'est sûr, c'est clair, et c'est un petit peu le sens de l'histoire. Bon. Mais derrière, elle souhaite aussi supprimer certaines institutions qui ne fonctionnent pas bien, les remodeler, et quand il y a des manques, elle en crée d'autres, comme disait Ekman. Donc ça veut dire que globalement, ce n'est pas juste ajuster ou travailler un petit peu sa présence dans une institution. C'est une démarche globale pour retrouver un rôle qu'elle avait par le passé d'influence sur l'échiquier mondial. Donc ça je pense que c'est important à garder à l'esprit. La France a toujours eu une position très particulière parce que où nous avons toujours gardé une indépendance de réflexion, de pensée, de gestion, etc. On l'a vu par le passé sur différentes crises. Et l'histoire a montré que finalement, la France, quand même, en tout cas sa parole, ses prises de position, ont toujours été regardées de près et souvent respectées. La France restera, à mon avis, toujours cette voie indépendante qui ne s'alliera pas ni d'un côté ni de l'autre, ni à la position chinoise, ni à la position américaine, et essaiera de faire en sorte que globalement, il y a un équilibre, et je pense que c'est l'intérêt de la France et de l'Europe. Et nous avons aujourd'hui également intérêt à ce que globalement, l'Europe puisse travailler et parler ensemble d'une même voix pour pouvoir ensuite être prise en considération face à des poids énormes qui sont les États-Unis et la Chine. Donc, la France aujourd'hui n'est évidemment pas de cette taille-là en termes de nombre de population ou de superficie, etc. Mais la France joue un rôle majeur dans l'entraînement des pays européens, avec l'Allemagne évidemment. Et c'est pour ça, je pense que nous devons attacher beaucoup d'importance à la solidité des relations entre l'Allemagne et la France. Et les deux seront ensemble la locomotive de l'Europe pour aller ensemble dans la bonne direction et pouvoir peser contre des pays comme la Chine ou l'Inde ou encore les États-Unis. Merci beaucoup. Et justement, monsieur le député, une dernière question. Vous parliez de l'Europe à l'instant, mais quelle pourrait être justement la capacité d'assertion ou de médiation, voire de traction de l'Union européenne face à ces deux stratégies concurrentes développées par la Chine et les États-Unis? Je pense que, en fait, si on creuse un petit peu, aussi bien la Chine que les États-Unis ont intérêt à avoir une Europe forte et unie. On a parlé, il y a quelques temps de ça, on en parle moins maintenant, du 16+1, maintenant devenu 17+1. C'était perçu beaucoup, en Europe en tout cas, comme une volonté un petit peu de diviser l'Europe et ensuite créer, je dirais, un pôle pro-chinois contre ceux qui sont contre la Chine. Mais vu du côté chinois,
c'était plutôt quelque chose de pragmatique en disant on n'arrive pas à avancer parce que les 28 n'arrivent pas à s'entendre et on n'arrive pas à avancer. Donc, nous, on a besoin d'avancer. Donc, on a dit ceux qui sont prêts à avancer, qui nous rejoignent. Et ils se sont retrouvés avec cette formation de 16+1. Alors que nous, ce que nous souhaitons, et ça, c'est un petit peu la démarche européenne du consensus, qui est de dire chaque fois que nous faisons un pas, il faut que tout le monde soit d'accord pour avancer dans la même direction. Et c'est vrai que ce mode de fonctionnement par consensus prend du temps et ne va pas à la vitesse que souhaite la Chine. Donc, on a un décalage, je pense, de mode de fonctionnement, également de priorité dans ce que nos sociétés souhaitent. Aujourd'hui, je pense que la Chine l'a montré, son principal souci, c'est vraiment le développement économique pour apporter à tous les Chinois qui sont en Chine, 1,4 milliard de personnes, c'est pas rien, de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se loger, se soigner, etc. C'est ça leur principal problème aujourd'hui, souci. Et demain, ils passeront à un autre stade. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on regarde ça globalement. Merci beaucoup. Et justement, cette question répondait déjà en partie à une question posée par un membre du public. Alice Ekman, à votre avis, que pourrait être le rôle de l'Union européenne dans ce contexte? Alors, je vais y répondre, mais si vous me permettez, je voudrais juste partager ma vision de l'approche chinoise et américaine, car je ne suis pas sûre qu'ils ont intérêt à avoir une Europe forte. Et ce qui m'indique cette observation, ce qui indique, c'est que déjà aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, aimeraient une clarification de la position de certains de leurs alliés sur la question, par exemple, de la 5G de Huawei, où ont émis leur agacement et leur mécontentement dans certains cas quand, par exemple, certains pays ont rejoint la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, ou lorsque l'Italie a signé un accord cadre sur la nouvelle route de la soie il y a plus d'1 an. Et bon, clairement, il y a une volonté côté américain de clarification, c'est-à-dire qu'ils aimeraient réellement un alignement total entre Washington et Bruxelles sur l'approche vis-à-vis de la Chine. À l'inverse, côté chinois, je ne suis pas sûre non plus que la Chine a intérêt à avoir une Europe unie. Je ne suis pas sûre du tout. La Chine a une très bonne connaissance des institutions européennes, des divergences entre États membres, des faiblesses en termes de ressources humaines, là je parle au niveau diplomatique de certains États membres. La Chine a créé le 16+1, 17+1. Bon, quelle que soit l'analyse de ce forum, il faut avoir en tête aussi que la Chine avait d'autres projets de création de forums sous-régionaux ailleurs en Europe, notamment en Europe du Sud, en Méditerranée, mais aussi en Europe du Nord, donc dans la région de Scandinavie. Et ça, ce ne sont pas des projets qui se sont matérialisés parce qu'il y avait la résistance de certains pays concernés, d'ailleurs, y compris des questionnements de la France sur l'éventualité d'un forum Chine et 6 pays de la Méditerranée qui n'inclurait pas la France. Mais ça montre bien que la Chine souhaite échanger avec l'Europe à différents niveaux. Au niveau sous-régional, par groupe de pays, au niveau européen, avec des institutions bruxelloises, au niveau local, avec des maires et des représentants de régions, et au niveau bien sûr national, qui est le niveau officiel. Et puis je rajouterai aussi un niveau au niveau politique, puisque le Parti communiste chinois, qui finalement est le cœur bien sûr de toutes les prises de décision en Chine, y compris les décisions de politique étrangère, a renforcé ses liens avec les partis politiques, y compris les partis politiques européens, de gauche, de droite, enfin de tous bords, dans une volonté de diversification des relations diplomatiques qui passent par différents canaux et qui sont très finalement centralisés côté chinois, ce qui n'est pas le cas de notre côté. Donc il y a une asymétrie en termes finalement de méthodes diplomatiques qui montre bien que pour la Chine, bon, quel que soit le canal, l'important c'est la promotion des intérêts chinois qui ne sont pas toujours, pas forcément les mêmes que ceux des intérêts européens. Et donc, pour l'Europe, il y a de nombreux défis. Il y a des défis à la fois de contenu et puis des défis méthodologiques. Défis de contenu stratégique, c'est-à-dire l'Europe pour ne pas, justement… Tout d'abord, je pense que c'est irréaliste de penser que
c'est pas du tout pour contester les propos qui viennent d'être soulignés par vous, hein, c'est plutôt d'une manière stratégique plus largement. Je pense qu'il faut prendre en acte des liens existants, des liens d'alliance, de sécurité existants, des liens transatlantiques. Donc, dire que l'Europe se positionnerait à équidistance entre Washington et Pékin, d'un point de vue factuel, c'est très difficile à imaginer. Et même d'un point de vue conceptuel et idéologique, il y a quand même voilà, une proximité entre démocraties qui est manifeste et qui est difficile d'en faire abstraction. Donc, au-delà de ça, le positionnement de l'Europe, ce n'est pas tant un positionnement en termes de proximité, de liens de sécurité ou de liens politiques, ces liens sont établis, c'est plutôt en termes de promotion de ce qu'on appelle son autonomie stratégique. C'est-à-dire comment ne pas être une variable d'ajustement dans un contexte de rivalité renforcée entre Washington et Pékin, et puis rivalité qui va se prolonger pendant, à mon avis, encore de nombreuses années, qui va être structurante pour le monde. C'est une question européenne, mais c'est aussi une question singapourienne, israélienne, à l'Amérique du Sud, en fait tous les pays tiers finalement, qui aimeraient avoir une politique autonome et indépendante se posent ces questions-là. Et pourquoi je parle d'autres pays, c'est parce que justement l'Europe a intérêt à être attractive au-delà de ses frontières. Parce que beaucoup de pays n'ont pas envie d'avoir à choisir entre une entreprise chinoise et une entreprise américaine de technologie. Beaucoup de pays ont envie d'avoir l'offre, le choix de pouvoir développer soit leur propre autonomie technologique s'ils en ont les moyens, soit de faire appel à d'autres fournisseurs. Et le problème lorsqu'on fait aujourd'hui appel à un fournisseur américain ou chinois, c'est que de plus en plus, ils seront incompatibles. Et donc, cette incompatibilité technologique, normative, de standards va poser de plus en plus de problèmes à un nombre de pays tiers. Et donc, pour l'Europe, l'important, c'est d'être une offre, source d'offres. Moi, je pense vraiment à l'offre technologique, mais aussi l'offre industrielle, l'offre diplomatique au niveau des institutions multilatérales, mais aussi bilatérales. Et finalement, pour l'Europe, l'important, c'est d'être à l'initiative et de proposer des choses solides qui ne soient pas uniquement des éléments de langage. Il y a encore du chemin, mais je pense qu'il y a une question méthodologique qui se pose. Je pense que la question technologique est centrale, que l'Europe a un train de retard qu'il est urgent de rattraper dans différents domaines, pas uniquement la 5G, hein, mais je pense aussi justement aux centres de données, je pense aussi à la dimension sécurité des technologies, qui nous fait peur, mais qui se développe. C'est une tendance, on va dire, naturelle. L'utilisation des technologies en milieu urbain. Il y a deux solutions, soit éviter le développement de ces technologies, soit intégrer le développement de ces technologies, mais le modeler et le promouvoir selon ses principes, ses valeurs démocratiques et les intérêts nationaux. Et je pense que là aussi, il y a une niche ou une carte à jouer importante. Mais de manière générale, je pense réellement que ça va être très difficile, que le contexte vraiment géostratégique est très tendu pour l'Europe. Et que plus que jamais, elle va devoir à la fois proposer ces initiatives à un nombre très large de pays et aussi s'affirmer plus fermement vis-à-vis de ces deux premières puissances économiques. Et l'affirmation passe par différents biais, c'est-à-dire, je pense notamment avec la Chine, il est nécessaire de clarifier le dialogue. Tout à l'heure, on parlait de droits de l'homme, on pourrait parler de libre-échange, on parlait de multilatéralisme. Il est très difficile aujourd'hui d'être d'accord sur des enjeux qui sont définis différemment. Alors, en gros, on utilise de plus en plus les mêmes mots, mais on veut dire des choses totalement différentes. Il y a un malentendu stratégique se crée aujourd'hui qui est nécessaire de clarifier dans l'intérêt de l'Europe. Ensuite, je pense qu'il y a d'autres choses à clarifier avec la Chine, c'est l'accès aux dirigeants et à l'information de manière générale, alors que l'Europe logiquement est plus transparente et plus accessible dans son fonctionnement, aussi sur certains points concernant aussi son marché, bien sûr. Et l'accès au marché reste central et une forte asymétrie existe entre l'Europe et la Chine. Mais c'est important pour tous ces enjeux de se rappeler que l'Europe a quand même du poids face à la Chine. Souvent, on dit que l'Europe ne compte pas, que l'Europe n'est pas d'intérêt pour la Chine, ne peut plus peser face à l'environnement géostratégique existant. Je ne pense pas.
plus que jamais dans le contexte de tensions commerciales Chine-États-Unis, l'Europe est un marché très important pour l'économie chinoise qui reste tournée vers l'exportation et dont la croissance reste en partie dépendante de la demande européenne. Et puis, plus que jamais, dans cet environnement géostratégique majeur, la Chine a besoin aussi d'entretenir de bonnes relations avec l'Europe, car si les relations se tendent également avec l'Europe, et ben finalement, là, un isolement réel commencera à émerger dans ce contexte de tension déjà préexistante avec Washington. Donc voilà, je pense que je finirai cette note positive de bien prendre conscience du poids de l'Europe face à la Chine pour mieux pouvoir s'appuyer dessus lors des négociations et des échanges et des dialogues avec la Chine. Merci beaucoup, Alice Ekman. Donc, on termine ce premier temps de débat et on va maintenant passer aux questions-réponses. J'ai d'abord... Excusez-moi. Excusez-moi. Un petit mot pour revenir en fait ce qui a été dit par Alice Ekman. Je disais tout à l'heure que si on creuse un petit peu, en fait, les États-Unis autant que la Chine ont intérêt à avoir en face d'eux une Europe unifiée et forte. Et là, en fait, on est bien d'accord en fait sur le constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui a été fait n'est pas justement une démarche vis-à-vis d'une Europe unifiée et forte, puisqu'on parlait des 16+1, 17+1, etc. Et puis, côté États-Unis non plus. Mais si on creuse un petit peu, et c'est bien ce que j'ai dit, en fait, ils s'aperçoivent bien, côté chinois par exemple, que c'est compliqué parce qu'on a beau avoir des accords, des ententes avec certains pays européens, mais étant donné qu'un certain nombre de choses sont confiées à l'Union européenne et que la décision finale est prise au niveau de l'Europe, ils ont intérêt finalement, si on creuse un petit peu, c'est le sens de mon propos, ils ont intérêt finalement à avoir une Europe unie, parce qu'ils n'arriveront pas à aller jusqu'au bout de leurs objectifs, puisque ça bloque au niveau de l'Union européenne. Côté américain, idem. Je constate également qu'en effet, là, les Américains sont irrités, par exemple, par le choix qui avait été fait, ça commence à changer, par les Anglais sur Huawei, etc. Mais idem, si on prend historiquement l'Alliance transatlantique, si une Europe unie et forte pouvait se décider d'un bloc, les États-Unis se disent qu'évidemment, ce serait plutôt vers les États-Unis que ça irait. Et donc, je pense que des deux côtés, et là je redis ce que je disais, c'est que si on creuse un petit peu, ils ont intérêt tous les deux. Est-ce qu'on est une Europe unie et forte, mais pas pour la même raison. Vous voyez, donc, et le constat, en revanche, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, la Chine a plutôt une stratégie qui est de dire divisons pour mieux régner et pour mieux avancer et pour gagner du temps. Mais sur la durée, je ne suis pas sûr que ce soit plus efficace que prendre plus de temps et convaincre une Europe unie face à la Chine. Merci beaucoup. Je vais commencer donc la séance de questions-réponses. Justement, j'ai reçu une question de Madame Anne Genetet, députée des Français de l'étranger qui nous écoute aujourd'hui. Est-ce que Madame Genetet, est-ce que vous voulez poser cette question oralement ? Oui, merci beaucoup. Très intéressant tout ça, et il y a d'ailleurs d'autres questions derrière moi qui sont aussi extrêmement intéressantes. Alors moi, je voudrais juste replacer la question que je vais vous poser. En fait, moi, j'habite à Singapour depuis 15 ans. Donc, j'observe la Chine depuis Singapour depuis 15 ans, et j'ai été très intéressée par ce que vous avez dit tout à l'heure, qui fait que l'Europe doit élargir le cercle de ses contacts pour vraiment peser dans cette souveraineté stratégique qu'on voudrait mettre en place, qu'on n'arrivera pas forcément à mettre en place tout seul et qu'on peut aller chercher ailleurs. Et vous avez notamment cité Singapour. Mais au-delà de ça, ce qui moi, m'interpelle depuis un moment, quand je vois depuis 15 ans que je suis là-bas, ce rouleau compresseur très méthodique, très organisé, très déterminé que la Chine met en place pour, comme vous l'avez dit, imposer non pas son modèle, ce n'est pas le mot qu'elle veut utiliser, mais son organisation et notamment l'efficacité de son État. En fait, quand vous dites ça, je retrouve exactement les propos de Singapour, qui dit la même chose, qui aimerait beaucoup, avec un modèle sensiblement différent, parce qu'il y a la particularité de Singapour, c'est qu'on a un État très efficace aussi. On a un capitalisme effréné, mais on a une vraie redistribution sociale. Donc, ma question, c'est est-ce que la Chine, et je sais que souvent Singapour essayait d'influencer les dirigeants chinois, est-ce que la Chine s'inspire, a vraiment envie d'évoluer vers un
exemple, une solution singapourienne, ou est-ce qu'elle reste sur sa solution? Et puis derrière, l'autre question, c'était qu'est-ce qui, face à ce rouleau compresseur, qu'est-ce qui fait peur à la Chine réellement? Alice Ekman, est-ce que vous voulez répondre? Alors, je note les questions parce que j'ai la mémoire courte. C'est bon. Merci beaucoup pour ce commentaire qui m'intéresse. En plus, je suis ravie de voir que voilà, on échange de si loin et sur des sujets aussi internationaux. En effet, vous avez raison. Pendant longtemps, la Chine a regardé du côté de Singapour pour voir le modèle singapourien, s'en inspirer partiellement. Déjà sous Deng Xiaoping, et puis dans les décennies suivantes, la Chine a envoyé beaucoup de délégations officielles à Singapour pour échanger sur des sujets politiques, économiques, comprendre le fonctionnement de l'économie singapourienne, le fonctionnement du système politique, social, etc. Après, il faut nuancer ces visites de délégation parce que la Chine a envoyé énormément de délégations partout dans le monde pour s'inspirer, y compris en Irlande, pour les zones économiques spéciales là-bas. Enfin, voilà, ça fait partie d'une tendance globale où la Chine, qui sortait de la révolution culturelle, qui commençait à émerger avec le pragmatisme deng xiaopingien, voulait vraiment apprendre d'un maximum de pays. Et c'était un peu une approche pick and choose où on écoute un peu tout le monde et puis on voit ce qui pourrait être intéressant pour nous. Mais c'est vrai que le modèle singapourien, la situation à Singapour a beaucoup inspiré la Chine à un certain moment. À un niveau très pragmatique, avec l'envoi pas uniquement de délégations de haut niveau, mais de fonctionnaires en formation, etc. etc. Mais c'est terminé. La tendance que l'on voit, c'est une tendance inverse. C'est la Chine qui appelle certains officiels singapouriens à s'inspirer du système chinois. Pourquoi? Parce que la Chine considère maintenant, donc toujours dans cette logique impulsée par Xi Jinping, qu'il faut avoir confiance en soi, c'est plus temps de voir ce que font les autres. C'est toujours bien de voir ce que font d'autres pays, mais il est temps aussi de promouvoir son propre système. Elle a essayé pendant longtemps de jouer sur une certaine proximité culturelle, linguistique, démographique avec Singapour, comme vous le savez, c'est une approche qui n'a pas totalement réussi parce qu'il y a une forte aussi identité singapourienne, pluriethnique et diverse, mais qui beaucoup de Singapouriens, même s'ils sont d'origine ethniquement chinoise, sont avant tout singapouriens et patriotes. Donc cette proximité n'a pas forcément joué, mais il y a toujours cette volonté chinoise maintenant de se positionner comme exemple pour un nombre très important de pays. Alors la relation Chine-Singapour est intéressante parce que Singapour quand même est une ville, comme vous le savez, une cité-État très très moderne, très développée, et il développe aussi le concept de Smart Nation. La Chine a regardé ça aussi pour comprendre comment cela fonctionnait. Mais lorsque l'on parle des smart cities de la côté chinois, on voit côté chinois une volonté d'exportation, de promotion de son modèle beaucoup plus forte. C'est-à-dire que les entreprises singapouriennes, des grosses entreprises singapouriennes telles que vous les connaissez sur place, se proposent de construire des infrastructures innovantes pour d'autres villes à l'étranger. Mais la Chine aimerait vraiment, elle, proposer un package clé en main, un nombre croissant de villes, et pour se positionner comme une puissance normative. C'est-à-dire que la Chine serait le leader dans le domaine, notamment pourquoi? Parce qu'elle devient leader technologique. C'est-à-dire que Singapour, quand les entreprises construisent des infrastructures urbaines à l'étranger, la plupart des technologies ne sont pas singapouriennes. Certaines sont, mais beaucoup d'autres sont étrangères. Ça peut d'ailleurs être française, mais aussi chinoise, etc. Tandis que la Chine, elle aimerait avoir justement ce package complet intégré pour dire voilà, nous, tout fonctionne, tout est compatible, tout est interopérable et on développe. Et j'insiste sur les smart cities parce que c'est quand même un sujet très très important, à la fois social, économique, politique qui se développe, et une forte compétition pointe aujourd'hui, et je pense que peu de pays aujourd'hui sont en mesure de rivaliser avec la Chine dans ce domaine, à la fois en termes de détermination politique et d'offres technologiques. Pardon, je n'ai pas répondu à la deuxième question, mais je la note et je n'hésiterai pas à la répondre ensuite au détour d'une question suivante. Monsieur Tan, est-ce que vous voulez réagir à ces propos? Votre micro est éteint. Non, je pense que Alice a déjà bien répondu à la question. En tout cas, je salue Anne, que je retrouve.
Au niveau, je pense, technologique, il faut enfin, historiquement, si on fait si on dit les choses de façon assez ramassée. Dans les années 80, quand la Chine a commencé à s'ouvrir, en effet, on partait d'une feuille blanche quasiment, puisqu'ils ont fermé pendant 40 ans, ils ont pris du retard, ils ont même reculé, je dirais, je pense. Et puis là, on ouvrait les portes, ils découvraient, et là, c'était vraiment la découverte. Parce que je me souviens des délégations chinoises, quand ils arrivaient en France, qui voyaient les autoroutes, ils étaient vraiment ébahis déjà. Et quand ils voyaient le TGV, alors là, ils tombaient presque à la renverse. Et aujourd'hui, en Chine, on a un réseau ferré de grande vitesse qui est plusieurs fois ce qu'on a en France. Ils ont construit ça en 30 ans. Bon. Donc aujourd'hui, je pense que la Chine est dans une situation où elle est passée d'une situation où ils étaient très en retard, donc à la recherche de solutions, et juste espérer pouvoir un jour arriver au même niveau que les autres. Et aujourd'hui, ils en sont à dépasser, dans certains domaines, en tout cas, certains pays qui étaient des exemples pour eux. On a également un retard au niveau, par exemple, universitaire qui était très marqué au début, parce que la Chine a fermé ses frontières pendant longtemps. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les ingénieurs chinois, ils sont formés non seulement dans les grandes universités en Chine, mais également à Berkeley, en France, enfin, en Angleterre, un peu partout dans le monde. Donc, on a des ingénieurs aujourd'hui qui sont d'un niveau mondial, des chercheurs également, etc. Donc, et aujourd'hui, la Chine, non seulement a réussi, pour elle en tout cas, à rejoindre, à rattraper le retard qu'elle avait, mais a pris un peu d'avance dans certains domaines et aujourd'hui cherche évidemment à distribuer le plus largement possible ces technologies et à en faire des références. Et demain, c'est, je dirais, le sens de l'histoire, à être une référence. Et ça, dans tous les domaines, que ce soit dans le médical, dans le big data, dans l'intelligence artificielle. Et l'avantage qu'ils ont, qui était au départ un boulet, c'est-à-dire la population à nourrir à l'époque, c'était un boulet. Aujourd'hui, ça devient un avantage parce qu'ils ont le plus gros vivier d'expérimentation et le plus gros marché intérieur qui existe. Voilà. Donc aujourd'hui, ça veut dire que s'ils lancent un projet, ils ont de quoi, rien qu'en restant sur le marché chinois, de quoi pouvoir financer en fait ces projets et demain pouvoir ensuite exporter. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est à mon avis un concurrent sérieux pour demain le marché mondial. Ce que nous avons réussi à monter avec les Allemands sur Airbus, par exemple, qui est un projet pour moi qui est symbolique, de ce que nous pouvons faire comme réussite en Europe si on arrive à travailler ensemble. En fait, la Chine pourrait quasiment le faire tout seul. Voilà. Donc, je pense la vraie concurrence va être là avec, je vous dis, un marché qui est plusieurs dizaines de fois le nôtre et à côté des ingénieurs qui sont formés également dans les meilleures universités du monde. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vais prendre la question de Philippe Kong. Je vais vous la poser à vous, monsieur le député, pour commencer. Donc, que pensez-vous de la diplomatie du masque utilisée par Taïwan par rapport à celle de la Chine? Comment est-elle perçue par les États-Unis et l'Union européenne? L'isolement de Taïwan est-il encore justifié, sachant qu'elle s'est érigée en modèle dans la lutte contre l'épidémie et que l'OMS a ignoré son alerte le 31 décembre 2019 et a décliné sa demande de statut d'observateur pour participer à la réunion de l'OMS en mai dernier? C'est une question très complète. Alors, la question de Taïwan est très intéressante. D'abord, il faut dire que Taïwan, dans cette crise, dans cette épidémie en tout cas, a bien géré les choses, puisque en tout cas aujourd'hui, on ne sait pas comment ça se passait, mais jusqu'à aujourd'hui, il faut d'abord constater et féliciter la gestion de cette épidémie, puisqu'on a eu très peu de morts à Taïwan. Alors après, historiquement, Taïwan fait partie des lieux en Chine, pas en Chine, en Asie globalement, que ce soit Singapour, que ce soit la Corée, etc. Ça fait partie de ces lieux où il y a eu d'autres épidémies avant, donc ils ont été mieux préparés. D'accord, c'est la première chose. Ensuite, sur la participation et je dirais l'intérêt pour le monde, évidemment, c'est de prendre toutes les bonnes expériences réussies. Et donc, au même titre que la Corée, que d'autres endroits où ils ont bien géré cette épidémie, je pense que les spécialistes, les experts taïwanais devaient être écoutés et ont été écoutés. Je me suis renseigné, j'ai recoupé les informations. Et il s'avère que Taïwan, en fait, a depuis longtemps participé aux travaux de l'OMS, a été écouté, a participé aux travaux de l'OMS lors de cette épidémie. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que
étant donné, je dirais, la bonne gestion qu'ils ont eue, ils ont souhaité avoir une place plus reconnue au niveau de l'OMS et participer aux assemblées générales qui sont réservées normalement aux pays. Or là, il y a un petit souci, je dirais, politique, technique, et qui est qu'en fait, à cette assemblée générale sont invités les pays. Et aujourd'hui, donc Taïwan étant reconnu comme un pays en tant que tel, a plutôt en fait un accès aux réunions de travail technique, mais pas à l'Assemblée générale. Voilà. Mais je pense que nous avons tous intérêt à ce que toutes les bonnes expériences soient prises en compte, soient partagées et puissent bénéficier ensuite aux autres coins dans le monde où on a cette même problématique de pandémie. Et la science doit être partagée en tout cas. Moi, je pense que nous avons intérêt à écouter autant les experts de Taïwan que de Singapour, que de Corée, que de France, tant que ce sont des bonnes expériences. Merci beaucoup. Alice Ekman, est-ce que vous avez une réaction rapide peut-être pour que je puisse prendre encore une question après? Oui, Taïwan est revenu vraiment au cœur de l'actualité dans le contexte de la pandémie pour 3 raisons. Comme l'a expliqué Boone tout d'abord, comme un contre-exemple par rapport contre-exemple, en tout cas comme un exemple intéressant à suivre par rapport à la gestion de la crise. Et certains d'ailleurs l'ont perçu au même titre que la Corée du Sud comme des contre-exemples au mode de gestion, on va dire, sous confinement large et total, puisque eux-mêmes n'ont pas confiné, c'était une gestion différente, où on confinait très partiellement et très localement. Ensuite, parce que Taïwan aussi a envoyé des masques vers l'Europe dans un second temps, mais c'était un fait qui a aussi amené à parler de Taïwan. Et troisièmement, parce qu'en effet, Taïwan et la question de l'OMS est une vieille question qui est revenue sur le devant de la scène parce que depuis plusieurs années, Taïwan n'est plus observateur, parce que là, il est question du statut d'observateur de Taïwan à l'OMS. Il y a différents statuts, il y a les membres à part entière et les observateurs. Ce que réclame Taïwan, c'est de redevenir observateur. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs pays qui ont réclamé le retour de Taïwan comme observateur récemment à l'OMS, mais ce débat n'a pas été ouvert. La question, les divergences de vues entre Pékin et Taipei sont anciennes. Encore une fois, je pense que la crise pandémique a révélé les tensions existantes. Après, dans une certaine mesure, elle pourrait même les exacerber parce que le contexte politique lui-même est déjà tendu. À Taïwan, nous avons observé la réélection de la présidente Tsai Ing-wen. Aussi, nous avons observé donc récemment qui sera en poste pour 4 ans, avec donc des divergences de vues plus profondes entre Pékin et Taipei, même s'il n'est pas question aujourd'hui d'indépendance, déclaration d'indépendance côté taïwanais, mais bien sûr, il y a une divergence de vues très forte entre Pékin et Taipei actuellement compte tenu du calendrier politique. Et puis il y a aussi, on a noté un rapprochement entre Washington et Taipei ces dernières années sous la présidence de Donald Trump. Donc de mon point de vue, là c'est pour aller au-delà de la question de l'OMS, mais Taïwan reste le point le plus chaud de la région, en tout cas au même niveau de tension que Hong Kong, même si les situations sont très différentes et qu'il faut à chaque fois bien remettre en contexte. Mais en tout cas, la rivalité Chine-États-Unis, s'il y a un point de tension qui pourrait escalader en conflit militaire dans la région, à mon avis, ce serait Taïwan. Bien sûr, toute proportion gardée, des deux côtés, il y a un certain pragmatisme qui empêche justement une escalade militaire, mais voilà, pour la Chine, la réunification reste un objectif inaliénable. Ça, c'est la déclaration de Wang Yi récemment, je cite de tête, mais le ministre des Affaires étrangères, mais c'est cette direction-là. Et c'est une affaire interne pour la Chine. Et donc, le Taiwan Relation Act, c'est-à-dire le document qui a été signé il y a pas mal de temps maintenant entre Washington et Pékin, qui amènerait Washington à défendre Taïwan en cas d'attaque, pour la Chine, ça n'a pas de valeur et que la Chine doit promouvoir ses actions, quoi qu'il en soit. Donc, on a vraiment, je pense, un point de tension majeur dans la région qui est un point de tension au sein de la relation multilatérale, mais tout simplement un point de tension régional majeur qui pourrait très vite escalader en conflit international. Juste rapidement, la question sur qu'est-ce qui fait peur à la Chine. Il y a beaucoup de choses qui font peur à la Chine. Il y a ce qu'on appelle les forces occidentales hostiles. Il faut quand même rappeler que la Chine, en tout cas au niveau de la direction du parti,
témoigne d'une certaine paranoïa, très peur que certains pays, que certaines idées influencent la Chine vers des réformes politiques ou un chamboulement social qui remettrait en cause le monopole du Parti communiste. Et donc ça, c'est une marque de, on va dire, oui, c'est une source de peur. Donc, je parle de paranoïa pour parler de peur, c'est un peu redondant, mais je veux dire, il y a beaucoup d'inquiétudes à Pékin là-dessus, mais aussi au niveau, bien sûr, du ralentissement de la croissance économique. Ralentissement qui est conjoncturel et à nous observer depuis plusieurs années, qui est la croissance qui reste forte en Chine, en tout cas elle restait forte avant le Covid. Bien sûr, il y a un ralentissement aussi dû au Covid et il faudra qu'on suive l'évaluation concrète les prochaines semaines et les prochains mois. Mais il pourrait aussi avoir un ralentissement dû à la réajustement des chaînes d'approvisionnement, alors que beaucoup d'entreprises et beaucoup de pays se sont rendus compte de leur forte dépendance au marché chinois, notamment dans les secteurs pharmaceutiques, médicaux, logistiques, etc. Et donc, la Chine pourrait perdre en termes de puissance d'exportation, de capacité d'exportation dans les prochaines années. C'est une tendance qui était antérieure au Covid, mais qui pourrait s'accélérer dans les prochaines années. Merci beaucoup. Je prends une dernière question d'Annick Cizel, qui est membre de notre conseil d'orientation ici à l'Institut Open Diplomacy, qui s'interroge sur la chronologie des ambitions internationalistes chinoises. Donc, on l'a vu que l'activisme chinois au sein des instances multilatérales s'inscrivait déjà dans la durée, mais elle s'interroge également sur le parallèle entre le changement autour de l'année 2014-2013 et la crise ukrainienne. Donc, est-ce une posture de politique intérieure? Est-ce que ce changement de politique est une posture de politique intérieure? Ou a-t-elle été aiguillonnée par la paralysie de la communauté internationale face à la crise ukrainienne? Donc, l'incapacité transatlantique à empêcher la Russie d'annexer l'Ukraine et qui a envoyé un signal fort aux deux piliers de l'OCS. Voilà. Est-ce que vous voulez répondre, Alice Ekman? Oui, je veux bien. Je n'étais pas très présente au début de la question, parce que j'ai même concentrée sur Zoom aussi longtemps. Mais, juste en une phrase, Alice, c'est juste, est-ce qu'il y a un tournant en 2014? Est-ce qu'il est daté 2014-2015? Et il y a un signal fort en 2014, la communauté internationale ne bouge pas sur l'Ukraine. Ça remonte la puissance russe et ça envoie un signal à l'Organisation de coopération de Shanghai. Vous pouvez y aller. Est-ce qu'il y a ça ou est-ce que c'est vraiment intérieur chinois? Désolée, c'est pour faire court. C'est par rapport à l'approche des conflits internationaux. Ok. Moi, je pense oui, vous avez raison. Il y a un demi-tournant en 2014, mais il y avait aussi un tournant intérieur 2011 avec la crise libyenne aussi. La crise libyenne, parce que la Chine, avec son veto, elle a un peu pris de court. Elle a quand même dû évacuer 36 000 ressortissants sur les territoires libyens. Rapidement, elle a été surprise, elle a demandé de l'aide d'autres marines. Bon, ça a bien sûr modifié la perception, ça a accéléré, consolidé la perception qui est de fait finalement on ne peut pas vraiment faire confiance aux Occidentaux. Il faut qu'on soit plus influent au sein de l'ONU, au sein du Conseil de sécurité, et il faut aussi qu'on renforce notre coopération avec d'autres pays qui ne sont pas, selon la perception chinoise, interventionnistes ou qui ne nous prendront pas comme ça en surprise. Mais vous avez raison, oui, moi je vois 2014 comme un tournant, notamment un tournant dans le rapprochement Chine-Russie, qui pour moi est très significatif et beaucoup plus que ce qu'on appelle souvent un mariage d'intérêt. C'est souvent en anglais, là, dans la littérature, on est marriage of convenience, tout ça. Pour moi, c'est plus que ça, parce que marriage of convenience, c'est assez pragmatique, c'est-à-dire la Russie qui se serait tournée vers la Chine parce qu'elle faisait face aux sanctions occidentales et que pour trouver des débouchés, notamment pour ses ressources énergétiques, elle avait besoin de se tourner vers d'autres marchés, y compris chinois, et ce qui est en partie vrai. Elle l'a fait, il y a eu cet accord majeur énergétique, et puis il y a un rapprochement économique entre la Chine et la Russie, mais ce n'est pas que économique, ce n'est pas qu'énergétique, c'est aussi, je le dirais, institutionnel, conceptuel et normatif, c'est-à-dire que Russie et Chine partagent un certain ressentiment anti-occidentale, en tout cas vis-à-vis de la position des Occidentaux sur un conflit, mais aussi dans leur position au sein des organisations internationales. Elles souhaitent restructurer la gouvernance mondiale à leur avantage et à leur intérêt, notamment par un activisme au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, mais pas uniquement, un activisme au sein du groupe des BRICS, au sein d'autres groupes, G20 et j'en passe, etc. On a souvent dit que... Et puis,
finalement, on voit aussi, comme au niveau militaire, un rapprochement avec la multiplication d'exercices militaires conjoints sino-russes, en mer Méditerranée, en mer Baltique, en mer de Chine du Sud, etc. Alors, les deux pays ne sont pas d'accord sur tout. Il y a des divergences. En tout cas, il y a des divergences en termes de hiérarchie des priorités. Pour la Chine, la mer de Chine du Sud est beaucoup plus importante, bien sûr, que ne l'est la Syrie pour la Russie. Mais l'un et l'autre, les positions de l'un et l'autre ne sont... En fait, finalement, ils ne se marchent pas sur leur plate-bande. Les positions sont compatibles. Et même les sujets qu'on a évoqués comme des sujets de divergence potentielle entre Pékin et Moscou, comme les nouvelles routes de la soie. Finalement, on voit que la Russie ne s'oppose pas aux nouvelles routes de la soie et que la Chine a réussi à adoucir ou à communiquer vis-à-vis de la Russie pour la rassurer dans une certaine mesure. Alors, je ne dis pas que tout est rose entre Chine et Russie, et je pense qu'au niveau des populations, il y a des divergences de position, même certains antagonismes, voire des préjugés. Mais au niveau politique, entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, je pense que les relations sont extrêmement bonnes, y compris les relations personnelles. Et la crise de la Covid-19 n'a pas remis en cause ce rapprochement. On aurait pu le penser avec la fermeture des frontières russes, mais ce n'est pas le cas. D'autant plus qu'on voit quand même un renforcement de la coopération technologique, notamment au niveau de la 5G, puisqu'il y a eu cet accord entre MTS et Huawei avant la crise du Covid, mais qui n'est pas remis en cause, mais aussi un renforcement de la coopération économique entre la Chine et la Russie, alors que réellement, la Russie, plus que jamais, a besoin de la Chine pour assurer... c'est difficile, on ne peut pas parler de croissance, mais en tout cas, pour limiter les dégâts au niveau économique, elle attend davantage d'investissements chinois sur son territoire. Donc, c'est une relation asymétrique au niveau économique, mais pas tant que ça si on prend en compte la dimension militaire, parce que la Chine a aussi beaucoup à apprendre en termes d'expérience militaire, en termes d'exercice, alors que la Russie demeure une puissance militaire majeure aujourd'hui. Merci beaucoup, Alice Ekman. Boon Tan, est-ce que vous avez une réaction avant de clore ce débat? Le micro n'est pas mis. C'est bon? Vous m'entendez? Excusez-moi. Oui. Non, je suis très très content de pouvoir partager avec vous, avec l'ensemble des auditeurs, sur ce sujet qui est un sujet passionnant et infini, puisque on pourra en parler pendant des heures, des heures et des heures. Merci beaucoup à Alice Ekman d'avoir partagé un petit peu sa vision. Merci, c'est réciproque. C'était très enrichissant en tout cas. Et puis, je dirais que on a dans ce sujet de la Chine beaucoup de sous-sujets qui mériteraient quasiment chacun d'avoir un vrai débat. On a également, je pense, un travail de réflexion et de prospection que nous devons faire en tant que Français européens pour demain, justement, essayer d'influencer l'évolution des choses pour ne pas nous retrouver demain coincés entre le marteau et l'enclume, entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté la Chine. Je pense que nous avons, en tout cas, l'Europe a une vraie chance, un vrai devoir et une vraie opportunité d'exister et de pouvoir peser sur cet échiquier. Mais pour ça, nous devons être unis, nous vous parlons d'une voix, et surtout avoir une vision, une réflexion à moyen et à long terme. Sinon, on ne peut pas juste gérer en fait, au jour le jour et répondre juste en réaction à des crises ou à des problématiques qui surviennent comme ça. Donc, nous avons vraiment un travail, je pense, là-dessus, de longue haleine à mener. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et donc, nous sommes maintenant à la fin de ce débat. Et comme il est de coutume, nous allons faire une photo, enfin une capture d'écran. Donc, je vais demander aux participants qui ont leur webcam qui est éteinte de bien vouloir la coiffer. Et Hippolyte prendra donc cette capture d'écran. S'il le souhaite, bien sûr, si vous le souhaitez. Super. Alors, c'est fait? Non, pas encore. J'attends juste que tout le monde est allumé pour que tous ceux qui veulent puissent allumer leur caméra. OK. Alors, à 3, 2, 1. C'est bon. Super, merci beaucoup. Mais Élise, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci à vous, monsieur le député, d'avoir accepté de vous prêter au jeu des Diplolabs. Merci beaucoup, Alice Ekman, pour ce très beau débat. Et j'espère qu'on pourra vous retrouver bientôt dans les activités d'Open Diplomacy.
En tout cas, si le sujet de la Chine, je m'adresse au public, vous intéresse, je vous invite à consulter la page du site d'Open Diplomacy avec le hashtag ChinaWatch qui reprend tous nos décryptages à cet égard. Merci à tous pour votre participation. Merci à Merci. vous. Merci Elise.